On devait résumer tout est politique ce soir d'un mot, ce serait sans doute par le mot révolution ou révolutionnaire, puisque trois révolutionnaires, chacun dans son style, ont pris place sur ce plateau. Adrien Quatennens, bonsoir. Bonsoir. Votre révolution, vous, c'est celle de la France insoumise, dont vous êtes l'un des jeunes députés, parmi les plus prometteurs. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous, la révolution dont vous rêvez, c'est une révolution libérale. Vous êtes la directrice de l'IFRAP, un think tank libéral, donc, qui s'est donné pour mission d'ausculter les politiques et les administrations publiques. Vous avez publié un livre il y a quelques mois, Ce que le nouveau président doit faire. Vous nous direz si vous trouvez qu'Emmanuel Macron a bien lu votre livre. Enfin, si certains ont la révolution dans le sang, d'autres l'ont en héritage. C'est le cas de Laurence Debray. Bonsoir à vous. Bonsoir. Fille de révolutionnaire, c'est effectivement le titre de ce livre que vous publiez aux éditions Stock. Fille de révolutionnaire, parce que vous êtes la fille de Régis Debray, intellectuel engagé dans la révolution cubaine, aux côtés de Castro, de Che Guevara. Fille de révolutionnaire, mais pas que. Vous connaissez très bien l'Espagne. Vous avez écrit d'ailleurs un livre sur Juan Carlos. On a envie de vous interroger sur ce qui se passe en Catalogne et sur bien d'autres choses. Tout est politique. Ça commence. Accrochez-vous bien. Adrien Quatennens, on va commencer en parlant de l'affaire Simonet. Alors, affaire, je ne sais pas si elle va monter ou pas. En tout cas, selon le Parisien, Danielle Simonet, conseillère à la France Insoumise de Paris, vit dans un appartement HLM, 30 à 40% moins cher en dessous des prix du marché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais écoutez ce qu'en pense Pascal Cherki, conseiller de Paris. Compte tenu du contexte, Daniel ferait mieux de le quitter. Voilà. Elle dit qu'elle ne veut pas le quitter pour ne pas enrichir un propriétaire privé. Quand on est conseiller de Paris, et vous l'êtes moi aussi. je le suis, avec on a plus de 3500 € net par mois d'indemnité. Compte tenu de la distorsion entre l'offre et la demande de logement, ce serait bon que les élus on ne soit pas dans des logements de ce type. Adrien Quatennens, est-ce que Danielle Simonet doit déménager ? J'espère sincèrement que vous ne m'avez pas invité à une émission dont le titre est « Tout est politique » pour parler du logement de Danielle Simonet. Moi, je dois dire qu'il y en a assez ras-le-bol finalement de ces accusations permanentes. Que reproche-t-on à Danielle Simonet ? Eh ben, d'occuper un HLM alors qu'on pourrait le donner à une famille qui en a besoin. Elle n'occupe pas un HLM, elle occupe un logement à loyer dit libre. Elle paye, je crois, 1 300 € pour 80 mètres carrés. Vous savez, il y en a assez de cette logique qui voudrait que tous les élus sont des nantis qui s'enrichissent. Regardez, il y a récemment d'ailleurs un sondage qui a été publié qui montre quels sont les revenus selon les groupes politiques. Je pense que nous n'avons pas à rougir de la situation, c'est le cas de le dire. Donc Danielle Simonet ne doit pas déménager. Mais écoutez, il n'y a pas de sujet dans l'immédiat. Danielle Simonet habite un logement de manière tout à fait légale, elle ne cherche pas à s'enrichir. Finalement, c'est un peu la logique politique derrière ça, moi, qui m'accable. C'est de voir qu'il y a de la combine. Il s'agit toujours de salir la France insoumise. Franchement, de quoi parle-t-on ? Vous pensez que Danielle Simonet est une élue qui se goberge, qui se vautre ? C'est une élue qui fait son travail de manière honorable ? Moi, je vois surtout que, bizarrement, cette polémique, parce que je n'appelle pas ça une affaire, cette polémique sort ou se finit par la force des choses, celle de mon camarade Alexis Corbière, qui a subi toutes les velléités des journalistes pendant des semaines et des semaines, pour un HLM qu'il a finalement quitté comme il l'avait dit lors de sa campagne. Donc vous voyez, moi j'en ai assez parce que derrière ça, je vois surtout la logique politique qui est à l'œuvre. La France insoumise gêne, il faut bien le dire, puisque nous sommes caractérisés comme les premiers opposants à l'extrême marché représenté par Emmanuel Macron. Et donc tout est bon pour venir nous déverser des seaux de boue. C'est la même chose que pour Jean-Luc. Et l'excuse de Danielle Simonet qui consiste à dire « je ne veux pas déménager parce que je ne veux pas donner de l'argent au privé ». Mais attendez, il y a un vrai sujet. Vous voulez qu'on parle du logement ? Parlons de la spéculation immobilière, parlons du logement privé, parlons des moyens dans le logement. Arrêtez de laisser entendre le fait qu'une élue qui paye 80 mètres carrés, 1 300 €, c'est tout de même déjà une somme. En plus, ce n'est pas un HLM. Donc voilà, il y a juste, encore une fois, une vile polémique pour attaquer la France insoumise. Je trouve ça tout à fait déplorable. On n'est pas là pour attaquer la France insoumise. Adrien Quatennens. Autre sujet, le Parlement européen a décerné aujourd'hui le prix Sakharov 2017, grand prix pour saluer les efforts en matière de droits de l'homme, à l'opposition vénézuélienne pour sa lutte pour les libertés fondamentales. Bon choix ? Écoutez, nous sommes toujours, en toutes circonstances, et quel que soit le pays concerné, du côté du peuple et des droits de l'homme. Nous n'avons jamais rien fait d'autre que cela, même si des fois nous avions appelé à des propos plus nuancés,
Parce que c'est vrai que quand on vous demande de parler du Venezuela en 30 secondes à la fin d'une émission, non. Alors là, on est au début de l'émission. Bien sûr, l'émission. c'est très bien. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, parce qu'encore une fois, le Venezuela, encore dire que c'est le la faute de la Venezuela, presse, c'est non, attendez, non, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, je sais quelle est la logique. À chaque fois que lors d'un média, on a tiré devant moi le tiroir Venezuela, c'est encore une fois pour la caricature. Donc, si on a l'occasion d'évoquer le Venezuela assez longuement, faisons-le. Mais nous sommes toujours du côté des droits de l'homme. Et nous sommes contre toute forme de violence en politique, c'est très clair. Laurence Debray, d'ailleurs, est de cœur vénézuélienne. Votre mère est vénézuélienne. Ma mère est vénézuélienne, donc c'est plus que de cœur. La gauche unitaire européenne, le groupe de la gauche unitaire européenne, au Parlement européen, a déjà annoncé qu'elle boycotterait la cérémonie de remise de ce prix Sakharov. Oui, et ben, vous trouvez que c'est une bonne décision ? Non, pas nécessairement. Encore une fois, si vous voulez, sur le Venezuela, parlons-en, si on peut prendre quelques minutes pour le faire. Ce qui s'est produit, c'est que vous avez eu, il faut bien le dire, un conflit entre une opposition insurrectionnelle. Vous avez quand même vu qu'il y avait eu notamment des chavistes qui avaient été assassinés. On a vu des policiers qui ont été brûlés à l'acide dans les rues. Alors attendez, une opposition insurrectionnelle, excusez-moi, parce qu'on parle quand même d'un pays que je connais intimement. Bien sûr. Donc je voudrais bien avoir votre vision, parce que je vous la donne, ma vision. Je vais essayer. Je connais la réalité sur le terrain. Pas de caricature entre nous, du coup, donc, justement. Du coup, voilà, une opposition insurrectionnelle, ça m'étonne. C'est quand même une opposition qui réclame une démocratie. Oui, alors je vais vous résumer ma position sur le Venezuela de manière à ce qu'il n'y ait pas de caricature possible. Ce que nous disons sur le Venezuela, d'abord, il faut... sans excuser quelques violences, d'ailleurs en dénonçant toute forme de violence en politique, je le redis, d'où qu'elle vienne, quelle qu'en soit l'origine, voir le contexte particulier de ce pays, tout de même. Dans quoi, ce à quoi nous assistons... Le contexte particulier, c'est un pays, c'est celui... Vous n'allez pas parler tous en même temps, et puis on va avoir du temps de parler du Venezuela, parce qu'il est 21h10 sur France Info. C'est la fameuse pause... Eh bien, effectivement, c'est l'info. Sur Tout est politique, vous voulez... nous parler du Venezuela. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen a décidé, a décerné aujourd'hui le prix Sakharov des droits de l'homme à l'opposition vénézuélienne, Adrien Quatennens. Donc en quelques mots, votre position sur le Venezuela, et puis Laurence Debray, qui connaît très bien ce pays, qui est moitié vénézuélienne. Tout à fait. Je résume l'idée que je m'en fais, et peut-être que Mme Debray pourra nous éclairer davantage. Nous, ce que nous disons, c'est d'abord le contexte économique quand même de la crise vénézuélienne. Vous avez, c'est vrai, un pays qui a tout misé sur la rente pétrolière. Il faut voir que l'ère Chavez a aussi, il faut le dire, tout en mesurant le propos, été une ère où on a beaucoup fait de redistribution, on a sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Je ne dis pas pour autant que tout est réglé. Vous avez un contexte avec une inflation de plus de 1000% au Venezuela. C'est à peu près l'équivalent, si on transpose ça à la France, comme si nous avions 400 milliards de coûts dans les finances publiques. Donc ça produit quelque chose qui est complètement ahurissant du point de vue économique. Et dans ce contexte-là, qu'avons-nous ? Nous avons une opposition à Maduro, qui est une opposition composée en partie de droite et d'extrême droite, et des deux côtés, il n'y a, c'est vrai, des deux côtés, il n'y a pas eu de problème de droit de l'homme des deux côtés, justement, des deux côtés, il n'y a pas eu de volonté d'apaisement. Nous avons assisté d'une part à des scènes de violence policière, c'est vrai, et dans le même temps, je le disais, sur le nombre de morts dont nous avons fait état, on peut dire qu'à peu près la moitié, selon les chiffres que j'avais pu observer, est aussi le fait d'une opposition qui est violente, il faut le dire, qui a passé à tabac des policiers, qui a assassiné des chavistes. Il en résulte juste que M. Zapatero, qui n'est quand même pas... le dernier des dictateurs, puisqu'il est pour le coup un démocrate convaincu, est allé justement observer la situation là-bas. Il y a eu récemment au Venezuela des élections régionales. L'opposition a d'ailleurs été associée. Tout le monde a le droit de parler. Alors on va laisser la parole à Laurence Debray. Mais je redis que je dénonce toute forme de violence en politique, que ce soit clair. Est-ce qu'Adrien Quatennens a raison de renvoyer dos à dos le pouvoir en place ? Non, écoutez, il y a plusieurs questions au Venezuela. L'un, vous avez eu raison de souligner le fait que c'est un des pays les plus riches d'Amérique latine grâce à sa rente pétrolière. Maintenant, c'est le plus pauvre. Donc, en effet, là, et c'est quand même à cause d'une gestion malencontreuse, on va dire ça comme ça, de la rente pétrolière. Il y a énormément de corruption et on parle aujourd'hui d'un narco-État. C'est officiellement reconnu, d'une part. D'autre part, il y a la mainmise de Cuba sur le Venezuela, et vous le savez autant que moi. Donc toute la sécurité intérieure et toutes les grandes décisions politiques sont maintenant prises, et pas seulement maintenant, depuis que Chavez est arrivé au pouvoir, à La Havane.
Ensuite, vous parlez d'opposition insurrectionnelle. C'est pas une opposition de droite ou de gauche, c'est pas du tout. On peut pas plaquer nos références européennes qui nous vivons dans une démocratie au cas vénézuélien. Là, c'est plus, vous parliez de droits de l'homme, une opposition qui réclame une démocratie. Le Venezuela a vécu en démocratie depuis 1958. Vous savez très bien que les élections sont totalement corrompues. Le vote est électronique. Mais évidemment, ils ont refusé les observateurs. Ils ont refusé les observateurs internationaux. On ne mettra pas d'accord sur le Venezuela, mais le but n'est pas. Non, mais on est d'accord sur le fait que, et je trouve ça très honorable de sa part, qu'on condamne la violence en politique. C'est une évidence. Que faire d'autre ? Allez, si on revenait un petit peu en France, puisque l'actualité, c'est le vote par l'Assemblée nationale de la hausse de la CSG, ce qui nous a d'ailleurs valu une belle passe d'armes à l'Assemblée entre Olivier Véran de La République En Marche et Charles de Courson, les constructifs. Regardez, écoutez. Comme disait Coluche, le plus dur pour les hommes politiques, c'est d'avoir la mémoire qu'il faut pour se souvenir de ce qu'il ne faut pas dire. Mes chers collègues sur les bancs LR, vous avez été très inventifs en matière de réduction du pouvoir d'achat pour les retraités. Je voudrais dire un petit mot à monsieur le rapporteur général. Vous êtes tout jeune, donc il y a parfois la fougue de la jeunesse. Mais vous savez, monsieur le rapporteur général, soyez très prudent dans l'arrogance intellectuelle. Manque d'autorité, souvent, la fougue de la jeunesse. Voilà, oui, absolument. Adrien Quatennens, hausse de la CSG d'un côté, mais il y aura une suppression en 2 temps des cotisations maladie et chômage pour les salariés du privé. Gain pour un smicard, 263 €. C'est pas une mesure qui va dans le bon sens ? Je conteste ce raisonnement pour la raison que, et c'est d'ailleurs tout le débat que nous avons dans cet hémicycle, la majorité nous parle, concernant la baisse des cotisations, de baisse de charges, c'est-à-dire ce qu'il y a en bas à droite de la fiche de paye. Moi, je conteste le fait que le pouvoir d'achat se calcule sur ce qu'il y a en bas à droite de la fiche de paye. Je demande qu'on regarde plutôt ce qu'il y a en haut à gauche, parce que voyez-vous, les cotisations sociales sont du salaire différé. Ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations. Et finalement, ce qui est à l'œuvre avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous avons là, le PLFSS, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui revient sur la table tous les ans, qui est un texte, moi je découvre en plus cette logique-là, qui est un texte très technique. Et finalement, on a ici, avec Emmanuel Macron, derrière un PLFSS, une profonde réforme de ce qu'est la sécurité sociale, avec le transfert d'une logique qui était celle des pères fondateurs de la sécurité sociale. Ambroise Croizat mettait déjà ses contemporains à l'époque en garde contre le risque de glisser vers la fiscalisation de la sécurité sociale. Et là, on a ce fait qu'on passe des cotisations, on baisse les cotisations pour mettre à la place la CSG, qui est un impôt injuste, puisqu'il est à l'encontre. Il est à l'encontre, certes, mais il est à l'encontre de la progressivité de l'impôt. Et donc, clairement, il y a les fondements de la sécurité sociale sont attaqués. Et derrière un simple PLFSS se cache une profonde attaque en règle, en plus des 4,2 milliards de cures d'austérité qui sont demandées à la Sécu dans un contexte où vous avez tout de même un Français sur 2 qui renonce à se soigner pour des raisons monétaires. Alors Agnès Verdier-Molinier, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une attaque, une agression en règle contre la sécurité sociale ? De toute façon, là, on est en train de faire un jeu de bonneteau entre les cotisations d'un côté, la CSG de l'autre. Ça fait beaucoup couler d'encre, mais finalement, d'un côté, on baisse de 17 ou 18 milliards, de l'autre côté, on augmente de 22. Après, on essaie de compenser. C'est ce qu'on appelle la politique. Voilà. Donc, le sujet derrière, c'est que finalement, si on ne baisse pas les dépenses, on ne pourra jamais vraiment baisser la charge. Notamment, c'est ce qu'il faut dire aux retraités. C'est-à-dire que les personnes les plus âgées sont celles qui ont le plus d'affections de longue durée. C'est celles qui coûtent le plus cher à terme à la sécurité sociale. Et s'il n'y a pas une réforme à un moment profonde des dépenses d'assurance maladie, des dépenses hospitalières, une refonte un peu de notre système, on aura toujours des augmentations d'impôts et de fiscalité pour financer tout ça. Après, j'entends bien ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est tout simplement, on avait des cotisations. Alors, il faut dire que ces cotisations, elles étaient de 0,75 pour la maladie, la part salariée, et puis de 2,4 pour le chômage. Ces cotisations, elles sont comme la CSG,
CSG avec un taux qui ne bouge pas en fonction des revenus. Donc là, je ne vois pas quel est l'argument par rapport à la progressivité ou non-progressivité de l'impôt. C'est pareil, c'est des taux de cotisation qui sont identiques entre deux retraités, sauf pour les retraités qui ont des revenus inférieurs à 1 200 ou 1 300 euros. Et c'est identique entre les salariés, ce sera identique aussi, à peu près identique entre les indépendants. Donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour reprendre une vieille expression. Non, mais le sujet, c'est qu'on fait toute une histoire pour une réforme qui ne va pas changer grand-chose tant qu'on n'aura pas baissé la dépense sociale qui est en face. Évidemment, ça change un peu l'esprit, mais en réalité, l'esprit, il est déjà changé depuis longtemps parce que la CSG, elle existe depuis les années 90. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait supprimer la CSG, c'est 90 milliards de recettes aujourd'hui. Alors, beaucoup de bruit pour rien, c'est ce que vous nous dites. Je sens qu'Adrien Quatennens n'est pas du tout d'accord. Non, mais il y avait des propositions. Il est 21h20, Agnès Verdier-Molinier. Les infos, bravo Adrien Quatennens, avec Marc Potvin. 21h, 22h, tout est politique, Olivier Delagarde. Voilà, soit dit en passant, formidable livre de Daniel Rondeau. Agnès Verdier-Molinier, Laurence Debray et Adrien Quatennens sont nos invités ce soir. Alors on parle du jeu de bonne taupe pour reprendre votre expression, Agnès Verdier-Molinier. C'est ce que vous pensez? Il y a tout de même des gens pour qui ça ne va pas être exactement la même chose, cette redistribution fiscale. Ce sont les retraités qui ont des retraites de plus de 1 400 euros. De véritables nantis, n'est-ce pas? Non, le seul point d'accord que j'ai avec Madame Verdier-Molinier dans son raisonnement, c'est qu'effectivement, ce gouvernement est passé maître dans l'art de détrousser d'une poche pour aller remplir l'autre. Ça, c'est très clair. Cette logique, on la retrouve partout. Mais cette réforme de la sécurité sociale se fait dans le contexte de la discussion budgétaire et d'un budget qui est, faut le dire, profondément déséquilibré. Alors, il y a un pari du gouvernement qui est cohérent, il faut bien le dire. Bruno Le Maire défend cette idée soumise par Emmanuel Macron de dire on va alléger massivement le capital, espérant que cet allègement aboutisse sur des investissements et ensuite des emplois. Selon le fameux théorème de Schmitt, vous savez, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et potentiellement les emplois d'après-demain. Ce qu'on voit surtout, c'est que les profits sont les profits, puisque on parle beaucoup dans ces débats de coût du travail. Moi d'ailleurs, je conteste ce terme parce qu'on parle d'abord de prix du travail, puisque c'est bien les salariés qui produisent la richesse. On parle très peu du poids très lourd du coût du capital dans ce pays. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ce pays, un salarié travaille en moyenne 26 jours par an pour les actionnaires. C'était 9 jours par an dans les années 80. Vous savez aussi que 80% des profits ne sont pas investis, mais partent dans la spéculation. De la même manière, quand cet allègement du capital est défendu, par le fait que ça va permettre de financer l'économie, notamment par l'instauration de la flat tax, vous savez, cette taxe qui elle-même, du coup, retire la progressivité de l'impôt sur le capital. 30%, Bruno Le Maire nous dit que ça va permettre d'investir dans l'économie réelle. Mais il y a quand même un fait, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises se financent d'abord et avant tout par l'emprunt bancaire et que ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est d'abord et avant tout des achats-ventes et de la spéculation, pas le financement de l'économie réelle. Donc il y a un pari fou, hasardeux, d'apprentis sorciers qui vise à faire de multiples cadeaux, près de 9 milliards. Et encore, on a eu une tribune hier dans Le Monde qui nous expliquait que sur la flat tax... à chaque fois, on va quand même passer la parole à Agnès Verdier-Molinier, parce que je sens que si je ne vous arrête pas, c'est comme pour les titres, on va partir. Agnès Verdier-Molinier. Alors je voudrais revenir 2 minutes sur la CSG. Il y avait une autre possibilité qui était l'augmentation d'1 ou 1,5 point de TVA. C'était une possibilité. Ça permettait de faire payer une partie du modèle social par les produits aussi importés. Ça aurait été une solution peut-être plus efficace. C'est pas ce qui a été choisi par le gouvernement parce que dans une logique de différenciation, ils ont choisi la CSG. Moi, je le déplore. On avait proposé plutôt la TVA et ça fait partie des débats. Ça a fait partie des débats hier à l'Assemblée nationale. On l'a bien vu. Sur la question de ce qui est appelé le pari d'apprentis sorciers à l'instant. Le coût du capital. Non, mais c'est franchement là, je crois que il y a pas. Non, absolument pas. Pourquoi? Vous contestez le fait qu'il y a un coût exorbitant du capital dans ce pays. L'argumentation, je crois, est fausse parce que on a aujourd'hui une lourde responsabilité parce qu'on a finalement, en augmentant la fiscalité du capital toutes les dernières années, mais ça a commencé avec finalement la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait déjà une augmentation de la CSG, CRDS
sur les revenus du capital. Et puis François Hollande est arrivé au pouvoir, il a sorti sa taxe à 75%, il a sorti l'idée qu'il fallait taxer le capital comme le travail, et on n'a pas bénéficié en France de la reprise comme on aurait dû en bénéficier et comme en ont bénéficié les pays qui nous entourent, comme en ont bénéficié les pays qui sont retournés maintenant au plein emploi, Madame Verdier-Molinier, l'Allemagne, les Madame Pays-Bas, Verdier-Molinier, etc. il y a un angle mort. Non mais attendez, moi ça m'intéresse. Votre argumentaire m'intéresse. Ces pays-là ont réussi à comprendre depuis longtemps qu'il fallait sortir de l'idéologie sur la question fiscale. La fiscalité, ça doit être un outil pour être pro-entrepreneurial, justement. Non, pour être redistributeur. Mais Madame Verdier-Molinier, la fiscalité doit être une arme pour créer de l'emploi marchand. Et le sujet aujourd'hui, et je pense que là, il faut vraiment encourager le gouvernement à continuer dans cette voie. Le sujet aujourd'hui, c'est de baisser la fiscalité sur les revenus du capital. Mais ils ne font que ça. Pourquoi? Ils ne font que ça. Il va falloir qu'ils continuent et qu'ils en fassent encore plus. Bien évidemment. Pourquoi? Alors justement, moi j'aimerais vous poser des questions. Ça va permettre aux investisseurs de parier sur la France. Mais ça comment? va permettre vous n'expliquez pas. Ce soir, on n'arrive pas à vous interrompre. Aux fondateurs de TPE, de PME, de capitaliser leurs entreprises sur les territoires français, de créer des emplois. Et démontrez ce que vous dites. Mais bien parce sûr, que c'est de l'incantation pure ce que vous racontez. Si vous dansez autour d'un totem et vous nous dites que parce qu'on privilégie le capital, il va y avoir des investissements. Faites-moi la démonstration. Madame Verdier-Molinier, je viens de vous dire à l'instant qu'aujourd'hui, 80% des profits qui sont faits dans l'entreprise ne sont pas investis. Donc vous nous dites, et moi je veux bien vous croire, si vous aviez raison, je vous donnerai le crédit. Faites-moi la démonstration, allez-y, je vous écoute. Qu'en favorisant, écoutez-moi, qu'en favorisant le capital, de fait, ça va s'investir dans l'économie réelle. Vous savez que ce n'est pas vrai. Parce que déjà aujourd'hui, les quinquennats précédents ont beaucoup favorisé le capital. Notamment M. Sarkozy avec plus de les millions de niches fiscales qu'il y a eu. Non, ce n'est pas vrai. Alors expliquez-moi pourquoi le FMI lui-même, qui n'est pas un organisme, que le thème de votre émission c'est la révolution, le FMI, que ça ce n'est pas l'organisme le plus révolutionnaire qui soit, lui-même dit qu'il faut faire attention à ces politiques et taxer davantage le capital en taxant les banques. Comment expliquez-vous que le Portugal, qui fait une politique qui est aux antipodes de ce que vous proposez, qui relance les salaires, qui relance les retraites, a une reprise économique? Je vous pose une question, attendez, parce que c'est toujours les mêmes incantations à longueur de temps sur tous les plateaux télé. Je vais vous poser la question et j'attends votre réponse. Faites-moi la démonstration qu'en libérant le capital de manière aussi faramineuse, comme le fait ce gouvernement en respectant vos souhaits, on va avoir de fait des investissements alors que vous ne demandez pas de contrepartie et qu'il n'y a même pas de fléchage des investissements. Puisqu'on se retrouve, justement, on va en parler. Faites-moi la démonstration. Vous allez la voir, la démonstration. Et une ambiance de feu sur le plateau de Tout est politique où nous recevons le député La France Insoumise Adrien Quatennens, Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, think tank d'obédience libérale, et Laurence Debray qui publie Fille de révolutionnaire aux éditions Stock. Alors, si vous avez manqué le début, comme on disait autrefois dans Télé 7 jours, eh bien Adrien Quatennens, il y a quelques instants, exhortait Agnès Verdier-Molinier de lui prouver que ces solutions libérales pour l'économie étaient autre chose que des billevesées. Alors Agnès Verdier-Molinier, vous avez la parole. Alors, il est clair que baisser la fiscalité du capital pour les contribuables en France, ça va être très important pour pouvoir ensuite flécher l'investissement vers les TPE et les PME qui vont créer l'emploi de demain. Moi, j'ai une proposition qui est très claire, c'est d'utiliser la mesure qui permet d'investir son impôt sur le revenu en capital des PME et de vraiment avoir une incitation très importante à le faire dans les C'est pas ce que fait le gouvernement. Mais c'est pas ce que fait le gouvernement, sauf qu'ils sont en train d'y réfléchir très sérieusement. Il y a beaucoup d'amendements déposés sur le sujet. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une mesure qui fait qu'il y a un plafonnement des niches fiscales en France sur l'impôt sur le revenu, qui les plafonne à 10 000 euros. Alors évidemment, si on plafonne à 10 000 euros les niches en question, ça ne va pas inciter assez à investir beaucoup de capital dans les TPE et PME. Donc ce que je propose, et ce qui existe dans les autres pays où ça marche, où la fiscalité du capital est basse et où il y a un fléchage de l'investissement du capital vers la création de jeunes entreprises qui ensuite vont créer des emplois. Eh bien, comment ils font ? Eh bien, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont pour un couple 1 million de livres de possibilités d'investissement à déduire à 30% de leur impôt. Voilà. Alors, voilà une proposition. Mais c'est une proposition qui circule partout en ce moment. Il y a des parlementaires qui sont quelque chose me dit que Adrien Quatennens ne va pas être complètement d'accord avec vous. C'est complètement complémentaire. Pourquoi ? Parce que ce dont il a peur, c'est que l'investissement qui va être finalement débloqué potentiellement grâce à la baisse de la fiscalité du capital qui était confiscatoire en France, finalement n'aille pas investir
investir dans l'emploi de demain dans nos territoires. Ce dont il a peur, on va lui poser peut-être directement la question. Moi, ce que je propose, et ce qui est soutenu par beaucoup de parlementaires, c'est l'idée de dire on fait de l'investissement direct dans les territoires. Celui qui a vendu son entreprise, par exemple, qui a vendu son entreprise peut-être 5, 6, 7 millions d'euros, eh bien, il va réinvestir peut-être 500 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros dans une TPE, dans une autre TPE. Alors, c'est de l'investissement très à risque. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de la collectivité que ce soit l'investisseur lui-même qui risque l'argent avec une petite incitation de Agnès l'État. Verdier, je crois qu'on vous a compris. On va écouter quand même ce que et veut c'est nous dire. exactement les dispositifs qui existent ailleurs pour flécher vers la création d'emplois. Alors, Adrien Quatennens, tout le monde le fait, sauf la France. Mais finalement, par votre démonstration, vous m'avez donné raison. Parce que vous appelez vous-même à ce que le capital soit fléché vers des investissements productifs. Très bien. Mais pas obligatoire. Obligatoire, incitatif intelligemment. Incitatif intelligemment. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce que nous voyons à l'Assemblée, pour le coup j'y suis, donc je peux vous en parler, c'est que cette proposition n'a pas prise, en réalité, puisqu'il s'agit de faire le pari, et d'ailleurs je cite Bruno Le Maire, il nous a répondu « Oui, nous croyons qu'en favorisant le capital, il va y avoir des investissements ». Moi, je considère que dans un contexte où nous avons 9 millions de pauvres dans ce pays, faire un pari, faire reposer sur la croyance un débat budgétaire qui consiste à reverser 9 milliards d'euros au bas mot aux plus riches de ce pays. C'est même peut-être plus d'après la Tribune du Monde que vous avez dû lire hier. Mais attendez, juste un point. Donc vous donnez le crédit sur le fait qu'il faudrait flécher ces cadeaux, puisqu'aujourd'hui ce sont des cadeaux, puisqu'on ne demande pas de contrepartie. Je voudrais juste faire une petite information pour nos auditeurs. Vous vous souvenez peut-être, et téléspectateurs, vous vous souvenez peut-être récemment du CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, qui devait, selon le joli pins que portait Pierre Gattaz, ramener 1 million d'emplois dans ce pays, créer 1 million d'emplois. Eh bien, l'organisme France Stratégie a tiré quelques conclusions. Le CICE, c'est à peu près 20 milliards d'euros par an. Et selon France Stratégie, ça n'aura permis de créer ou de sauvegarder qu'à peine 200 000 emplois. Faites un rapide calcul au vu de ce que ça a coûté aux contribuables français, ça fait à peu près 335 000 euros par emploi créé. C'est 8 fois plus cher que les emplois que nous avons créés il y a quelques années avec les lois Aubry 1 au moment du passage aux 35 heures. Moi, je considère que alléger le capital, c'est un pari risqué. On ne peut pas réfléchir comme ça. On ne peut pas réfléchir comme ça. Je réfléchis comme je veux jusqu'à preuve. J'ai parfaitement le droit de diriger cette émission. On ne peut pas imposer des contreparties en permanence. Et c'est ça. Et le problème, c'est bien ça, Madame Verdier, c'est que pour l'instant, on n'impose aucune contrepartie. Et c'est ça votre souci permanent, parce que vous êtes toujours dans une augmentation permanente de la fiscalité. Mais attendez, nous, on a des propositions pour les PME. Vous voyez, moi, par exemple, je suis pour la solidarité inter-entreprise. Je suis pour la baisse, oui, regardez-moi, la France insoumise, pour la baisse des impôts sur les sociétés pour les PME. Vous voyez, nous sommes les raisonnables de l'affaire. Vous vous contentez de faire de l'incantation. Vous dites, voilà, favorisons le capital, ça va de fait ramener des emplois. La réalité, c'est que ça fait longtemps qu'on pratique justement sur la ligne que vous défendez et on ne voit pas le retour sur investissement. Donc moi, je dis aux Français qui nous écoutent, il est véritablement le temps de siffler la fin de la récréation dans ce pays. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je siffle le temps. On a fait qu'augmenter la fiscalité du capital ces dernières années en France. Le capital se porte très bien dans ce pays. Il y a 40 milliards d'euros d'écart de fiscalité du capital des ménages entre la France et l'Allemagne. C'est 40 milliards de plus en France. L'Allemagne, c'est 13 millions de pauvres, Madame Verdier-Molizé. L'Allemagne, votre modèle, c'est 13 millions de pauvres. Derrière vos indicateurs économiques, il y a une réalité sociale. Le taux de chômage en Allemagne ? Mais vous avez vu le nombre de pauvres ? Voilà. Alors, vous avez vu le nombre de pauvres ? Vous préférez quoi ? Est-ce que vous avez vu le nombre de pauvres ? Mais derrière des indicateurs économiques, moi, ce qui m'intéresse, Madame Verdier-Molizé, c'est la réalité sociale. Et moi, je ne veux pas que mon pays finisse à 13 millions de pauvres comme l'Allemagne. Certains sont très sinistrés, avec des taux de chômage qui sont très importants parce que le tissu entrepreneurial s'est délité en écoutant des propositions comme les vôtres. Mais n'importe quoi, ça fait 20 ans qu'on applique vos recettes, ça ne fonctionne pas. Mais c'est faux, c'est faux. Écoutez, Monsieur Macron est votre dernier joker. On est à 44,7 points de prélèvement obligatoire. On n'a pas du tout baissé. Est-ce qu'il est possible de retrouver un petit peu de calme dans ce studio? C'était le but de la Révolution. C'était on avait décidé qu'on allait parler de la Révolution. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants avec Laurence Debray pour Filles de Révolutionnaires. Avant cela, nous allons parler de ce qui se passe en Espagne et puis de ce qui se passe également à l'Assemblée nationale parce que les affaires de harcèlement se multiplient. Tout ça, c'est dans 2 petites minutes. Il est 21h40 et on va cesser un petit peu de parler d'économie parce qu'on n'arrive
n'arrive pas à s'entendre. L'actualité, c'est aussi ce qui se passe en Catalogne, où Carles Puigdemont, président de la Generalitat, avait prévu de parler cet après-midi, puis annulé, puis s'est finalement exprimé pour dire quoi? Écoutez. Voilà, vous avez compris, donc des élections qui étaient prévues, qui finalement n'auront pas lieu, en tout cas pas tout de suite. Laurence Debray, vous connaissez très bien l'Espagne, vous avez d'ailleurs écrit un livre sur Juan Carlos. On s'enfonce là clairement dans la crise. Hein. Oui, puis je pense que ça va continuer comme ça encore quelques mois. C'est malheureux, il n'y a que des perdants dans cette histoire. Rajoy qui fait preuve de... Premier ministre espagnol. Le Premier ministre espagnol, qui est un Galicien, on oublie de le dire, donc il cache son jeu, il est très très patient, mais il n'a pas voulu traiter la question catalane, qui est quand même sur la table depuis 2010, et Puigdemont qui est à la tête d'une coalition très fragile et qui essaye de faire plaisir à tout le monde et qui subit des pressions énormes. Donc là, le pays est divisé, la Catalogne est divisée, elle est de plus en plus fragile et je pense que en tout cas, je trouve que c'est très triste de voir à la porte, en tout cas en Europe, un tel constat d'échec politique et de manque de négociation. Comment expliquer finalement ces réactions aussi épidermiques? On a l'impression que toutes les cicatrices de la guerre d'Espagne ne se sont pas refermées. Oui, c'est-à-dire que je vais prendre ma casquette d'historienne, sous Franco avait centralisé le pays au sein d'un pays. Donc déjà, l'Espagne est un pays très régionalisé, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les Catalans ont déjà énormément de pouvoir sur le plan local. Ils ont l'éducation, la santé, enfin tout est sauf les impôts. C'est-à-dire, le problème, c'est que les Catalans voudraient avoir le même statut que les Basques, c'est-à-dire récolter eux-mêmes leurs impôts. Si ce point-là avait été traité il y a 4 ans, Rajoy s'est focalisé sur la crise économique espagnole, et je pense qu'il n'imaginait pas qu'on arriverait si loin en Catalogne, où les indépendantistes sont très organisés, très bien financés, où ils ont travaillé l'opinion publique, et où il y a eu une succession de dérapages. Par exemple, l'éducation était censée être bilingue en catalan, en espagnol. Maintenant, elle est exclusivement en catalan, et il y a 2 heures d'espagnol par semaine, par exemple. Et voilà, donc maintenant, évidemment, il y a une population qui est sortie dans la rue, les indépendantistes. Ils ne vont pas rentrer comme ça chez eux, du jour au lendemain. Et Madrid devient, disons, la caricature d'un soi-disant franquisme en essayant de rétablir la légalité. Il faut croire quand même que c'est un territoire dans le chaos, là. Territoire dans le chaos. Allez, on passe en revue l'actualité du jour dans Tout est politique avec cette question également maintenant. L'Assemblée nationale est-elle devenue le palais du harcèlement? Alors, il y avait les accusations visant Christophe Arendt, député La République En Marche. Aujourd'hui, l'actualité, c'est encore une plainte pour agression sexuelle qui touche un attaché parlementaire encore de La République En Marche. Delphine Batho, députée socialiste, était l'invitée de France Info ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vue, entendue. Elle a raconté une histoire pas drôle du tout. Regardez. Écoutez, même moi, j'ai pas été harcelée. Non, mais encore dernièrement, si vous voulez, j'ai eu une remarque parfaitement connotée et inacceptable. Et en fait, au moment où ça vous arrive, et de la part de qui vous restez. Vous diriez le nom? Je ne sais même plus le nom. Sinon, je le dirais. J'ai aucun problème. Et c'était pas du harcèlement, c'était une remarque sexiste. Qu'est-ce que vous avez dit pour comprendre? J'étais dans un ascenseur et on m'a dit alors tu montes de façon très connotée. Ça laissait pas, voilà. Adrien Quatennens, alors ça fait pas très longtemps, vous, que vous êtes parlementaire, vous avez été élu à la dernières élections. Curieuse atmosphère quand même en ce moment à l'Assemblée. Oui, alors à l'Assemblée, pour le coup, je le découvre, parce que moi, avec le peu de recul que j'ai, je n'ai pas été témoin de cas particuliers. En tout cas... Pareil qu'il y a un rappel au règlement qui est placardé dans les ascenseurs. Oui, et puis il y a aussi une procédure, il y a des déontologues, voilà, et il y a la parole qui se libère, et c'est tant mieux. Nous venons de publier une tribune co-signée avec les députés de la France Insoumise dans Le Monde pour dire que cette libération de la parole à laquelle nous assistons est d'abord et avant tout une bonne chose. Et il faut maintenant que la parole puisse être recueillie. Après, nous pouvons regretter que derrière cette libération de la parole, il n'y a pas toujours les moyens adéquats, puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est à peine 10% des cas de harcèlement qui font l'objet derrière de plaintes.
Moi, je regrette par exemple qu'il n'y ait pas eu un véritable ministère des droits des femmes, mais simplement un secrétariat d'État, et qu'il n'y ait pas toujours les moyens, y compris dans la justice et la police, pour un recueillir ministère, les ça aurait beaucoup changé les choses. Je pense qu'en termes de levier d'action et de moyens, c'était souhaitable. En tout cas, il faut dire à toutes les femmes qui brisent le silence que cet acte est tout à fait courageux. Et de ce point de vue, moi, je me félicite de ce qui est en train de se passer, y compris parce qu'on voit bien, ce n'est pas simplement un fait divers, c'est un fait social, un fait politique. Et non seulement les femmes se libèrent sur le point de vue de la parole, et surtout, j'observe aussi que certains hommes se remettent en cause effectivement parfois leurs propos, parce que c'est vrai, des fois, ils n'y réfléchissent pas, et il y a des mots qui partent dont on pense qu'ils ne sont pas connotés, alors on le voit bien qu'ils le sont profondément. Donc le climat, je pense, c'est une bonne chose que la parole se libère. Maintenant, il faut mettre les moyens en face, parce que trop peu, finalement, de harcèlement finissent dans des plaintes réelles et avec des faits de justice. Agnès Verdier-Molinier. Non, mais il est clair que là, la parole se libère, c'est très bien. Il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale qu'on peut avoir des remarques sexistes. Non, mais on pourrait penser qu'à l'Assemblée nationale... Ils se tiennent mieux. Mais, oui, ils soient exemplaires. Souvenez-vous les réactions quand Cécile Duflot était arrivée en robe et que tout d'un coup, ça déclenchait des réactions sur les bancs de l'Assemblée qui étaient clairement plutôt sexistes. Donc, il est clair maintenant à avoir dans tous les milieux de travail, dans tous les milieux économiques, une façon de travailler qui est identique, qu'on soit homme ou femme, et qu'il y a aussi la question d'arrêter de rire de certaines blagues avec de la connivence parfois, ça peut arriver, et c'est plutôt le fait d'anciennes générations, il faut bien le reconnaître. Alors là, ceux dont on parle, ils ne sont pas forcément très âgés, mais il y avait quand même précédemment l'idée que c'était pas facile d'être managé par une femme, c'était pas facile de voir une femme qui dirigeait une équipe, etc., etc. Donc maintenant, ça commence à passer. Heureusement, les jeunes générations n'ont pas été éduquées comme ça. Il faut continuer. Il faut aussi apprendre aux filles, à nos filles, à celles qui grandissent en ce moment, à éviter les situations délicates, à se méfier à l'américaine. Et je me tourne vers Laurence Debré, parce que vous avez travaillé dans la banque aux États-Unis. Je ne sais pas si on va vers ça, mais c'est vrai que mon expérience personnelle aux États-Unis, en tout cas dans la banque et dans mon petit milieu, il y a des codes. Très attention. Il y a des codes, disons, de comportement entre les hommes et les femmes, et tout est assez lissé, cadré. Et ils ont peur peut-être d'une affaire judiciaire. C'est vrai qu'un homme ne monte jamais dans un ascenseur seul avec une femme aux États-Unis dans certaines entreprises. Oui, ou alors on laisse la porte ouverte du bureau quand il y a juste un homme et une femme. Oui, tout à fait. Mais du coup, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de remarques ou de même sexistes, etc. C'est sûr. Tout est politique. On se retrouve dans 2 petites minutes. Il est 21h50.